Nous restons sur Berlin avec le problème des héritiers. C'est à vous. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, mon partenaire et moi, on va parler du problème des héritiers. Donc, voici l'énoncé. Chaque individu d'une population a, au cours de sa vie, aucun enfant avec une probabilité de 1 sur 8, comme vous pouvez le voir ici. Un enfant avec une probabilité de 3 sur 8, 2 enfants avec une probabilité de 3 sur 8, et 3 enfants avec une probabilité de 1 sur 8. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette présentation est quelle est la probabilité d'extinction pour cet arbre généalogique? Moi, j'ai fait une démarche différente par rapport à celle de mon collègue. Et donc, voici mes réflexions et idées initiales. Premièrement, j'ai pensé au nombre de possibilités pour chaque génération et j'ai essayé d'établir un lien entre ce nombre et en fait la probabilité d'extinction pour cet arbre. Donc, voici une illustration de mes pensées. Donc, si on prend l'ancêtre commun, si on le nomme G0, donc génération 0, donc ensuite, on a pour la première génération 4 possibilités. Donc, c'est d'avoir 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants ou 3 enfants. Et donc, pour la deuxième génération, on a 24 possibilités. Et, oups, j'ai fait quoi? Voilà. Voilà. Et donc, moi, personnellement, j'ai remarqué avec mes professeurs que c'est une mauvaise piste, comme on perd les informations en ignorant les probabilités des nœuds précédents. Et ainsi, on ne peut pas calculer la probabilité d'extinction séparément de chaque génération, comme on perd les informations nécessaires pour les calculs. Donc, on a essayé quelque chose de différent. Ça ne marche plus. Désolée. Ah, voilà. Donc, voilà mon deuxième essai. On a essayé de mettre en visualisation les 2 premières générations, juste pour avoir une perception meilleure du projet. Et voici tous les dessins que j'ai faits. Ce sont 64 arbres en total. Et j'ai essayé de trouver des motifs répétitifs. Donc, j'ai entouré ici les arbres qui sont des arbres d'extinction. Donc, pour la première génération, la probabilité d'extinction, je l'ai nommée E1, est égale à P0. Donc, c'est l'arbre ici, c'est un peu petit, mais on peut le voir quand même. Et donc, pour la deuxième génération, la probabilité d'extinction E2 est donc égale à la probabilité d'extinction de la première génération, comme on ne veut pas perdre les informations qu'on avait déjà trouvées dans les générations précédentes. Et ensuite, la somme des probabilités des autres arbres d'extension que j'ai entourés ici sur l'image. On observe très rapidement que c'est un problème trop complexe pour les générations suivantes pour le résoudre de cette manière-là. Donc, on a dû trouver une autre manière de résoudre le problème. Donc, on a regardé les fonctions génératrices. C'est quelque chose que mes professeurs m'ont dit. Et voilà, donc on a la première génération et sa fonction génératrice G1 de X. Et voici la formule. Je vous ai rappelé les valeurs de l'énoncé. Et donc, en fait, la fonction génératrice de la deuxième génération est celle-là. Tout ce qu'on fait, c'est on remplace le X par G1 de X. Et comme il faut remplacer le X par la probabilité d'avoir 0 enfant, ça nous donne bien la valeur qu'on avait au début, en fait, que la probabilité d'extinction pour la première génération, c'est tout simplement égal à P0, donc à 1 sur 8, et ça continue ainsi. Donc, j'ai essayé de le visualiser avec le logiciel GeoGebra. Voici les courbes que j'ai reçues. Chaque courbe est une fonction génératrice. Donc, ici, il y a les codes de couleurs. Et ça veut dire quoi? Donc, voici l'explication. Premièrement, j'ai tracé la diagonale et on voit bien qu'elle intersecte avec les autres courbes à un point commun. Et j'ai calculé le nombre moyen d'enfants, ici,
on remarque que la valeur le nombre moyen d'enfants est égal à 3 sur 2, ce qui est aussi la valeur de la tangente au point 1, 1 pour la fonction génératrice de la première génération. Tout ce qu'il faut faire maintenant pour trouver les probabilités d'extinction, c'est en fait de faire une sorte de motif escalier. On sait que la probabilité d'extinction pour la première génération, c'est sur l'axe des ordonnées, parce qu'on avait bien vu que la probabilité est égale à P0, donc voilà. Donc c'est ce point-là, et on utilise la diagonale qu'on a tracée comme axe de symétrie. Donc ici, on part du point E1, qui est égal à 0,13, et on part jusqu'à ce qu'on arrive à la diagonale, et on monte jusqu'à la fonction génératrice 2. Donc ça, c'est notre deuxième point, qui est la deuxième probabilité d'extinction pour la deuxième génération, égale à 0,18. Et on continue ainsi. Et donc, la probabilité d'extinction pour la troisième génération, on la trouve ici, est égale à 0,23. Donc, mon collègue, il a utilisé une démarche... j'ai oublié quelque chose, désolé. En fait, il y avait un problème avec le logiciel GeoGebra. Je vous montre encore une fois les calculs. On voit bien que ces formules sont beaucoup plus longues qu'on le voit ici sur l'image. Et donc, j'ai essayé de créer un programme Python pour résoudre ce problème-là. Mon but avec ce programme-là était de pouvoir entrer la génération souhaitée et d'obtenir sa probabilité d'extinction. Je n'ai pas encore fini le programme, donc c'est quelque chose que je vais continuer dans le futur. Voilà. Et maintenant, mon collègue va présenter sa démarche. Donc, vas-y. Oui, donc la deuxième partie du problème des héritiers. J'ai utilisé une autre démarche afin d'expliquer, afin de résoudre cela. Mais non pas seulement la démarche est différente, mais aussi le cadre. Parce que elle étudie le cas surcritique, c'est-à-dire lorsque le nombre moyen d'enfants était supérieur à 1, elle trouvait 3 sur 2, 1,5. Moi, je vais analyser le cas critique, c'est-à-dire lorsque le nombre moyen d'enfants est égal à 1. Je vais expliquer à la fin pourquoi est-ce qu'on dit que c'est critique ou sous-critique. Donc sous-critique, c'est lorsque le nombre moyen d'enfants est inférieur à 1. On peut voir dans cette loi de probabilité les différentes probabilités. Par exemple, P0, la probabilité d'avoir 0 enfants dans le cas critique est de 3 sur 8, tandis que dans le cas sous-critique, elle est de 4 sur 8. Et donc, j'ai d'abord essayé de trouver une relation me permettant de trouver E de 2 lorsque je connais E de 1. E de 1, dans le cas critique, on sait que c'était 3 sur 8, comme on le voit ici. Et donc, cette relation me donnait E de 2 fois P0, la probabilité d'avoir aucun enfant, fois E de 1 puissance 0, ainsi de suite. Vous pouvez regarder cette formule. Cette formule s'applique aussi bien dans le cas critique que dans le cas sous-critique. On peut la généraliser, même dans le cas surcritique. Et on trouve une probabilité E de 2 qui sera égale environ à 54% dans le cas critique. Tandis que dans le cas sous-critique, cette probabilité E de 2 sera environ égale à 72%, c'est déjà bien supérieur. Ensuite, on peut modéliser cette E de 2, la probabilité d'extinction par une suite qui nous donne à la génération n plus 1 en fonction de E de n, la probabilité d'extinction. Et donc, la suite E de n plus 1 est égale à P de 0 fois E de n puissance 0 plus P de 1, ainsi de suite. On va mettre à la puissance parce que, par exemple, il y a la probabilité qu'il y ait 3 enfants ou la probabilité qu'il y ait 2 enfants. Donc, c'est pour cette probabilité, pour ces cas-là qu'on multiplie, on met la puissance. Et donc, ce qu'on remarque quand on met ça sur un tableur Excel, c'est que dans les deux cas, dans le cas critique ou dans le cas sous-critique, ça converge vers 1. J'ai essayé de trouver pour une valeur de 100 la probabilité d'extinction dans le cas critique. Par exemple, on trouve 0,98. Alors, et dans le cas sous-critique, c'est tellement proche de 1 que le tableur n'arrive pas à afficher sa valeur, à afficher 1. Donc, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Déjà, on peut assimiler cette suite par une fonction
définie telle que E de n plus 1 est égal à f de E de n. Les fonctions sont différentes dans les deux différents cas, dans le cas critique ou sous-critique, car on a des lois de probabilité différentes. Donc ici, on a 3 sur 8 plus 3 sur 8 fois x. Ici, x, c'est E de n, si on met ça dans la suite. Et donc, on voit ces allures différentes de courbes. Comme ça, ça ne peut vouloir rien dire, mais lorsqu'on compare plus tard, afin de trouver la limite, on a vu que la limite c'était 1, on va essayer de démontrer cela par le calcul, et afin de le démontrer, on peut comparer l'allure des différentes courbes en fonction de la droite, y est égal à x. On trouve, en utilisant la méthode de l'escalier encore, on voit que plus on se rapproche, plus on va dans l'infini, alors plus on se rapproche de 1, ici, toujours plus proche de 1 qui se trouve là, ça se rapproche encore plus. C'est aussi bien le cas dans le cas critique qui est présenté ici, que dans le cas suivant, dans le cas sous-critique. On peut aussi remarquer que ça tend bien plus, ça converge bien plus violemment dans le cas sous-critique vers la valeur 1, deux observations. Et donc, on peut aussi essayer de démontrer cela par le calcul. Donc, on va essayer de résoudre l'équation f de x égale à x, que ce soit dans le cas critique que dans le cas sous-critique. Et donc, lorsqu'on résout cette équation, on factorise par x moins 1, parce que pour trouver ça, j'ai vu dans ma calculatrice que les deux droites, dans les cas critique et sous-critique, s'annulent en 1, donc on peut factoriser en x moins 1. Et on trouve donc x0 est égal à 1, car x moins 1 égale 0, ça fait x égale 1. Et x au carré plus 2x moins 3 égale 0, c'est une équation du second degré. Et ça n'a pas de solution réelle, ça n'a pas de solution, car son discriminant est négatif. Donc, dans le cas critique, on a S, l'ensemble de solutions, qui sera égal à 1. Tandis que dans le cas sous-critique, lorsqu'on résout l'équation, on trouve un ensemble de solutions qui est égal à moins 4 et à 1. On va étudier les résultats. Donc, on a dans le cas critique S égale 1 et dans le cas sous-critique, ensemble de solutions moins 4 et 1. Donc, dans le cas critique, on peut dire que la probabilité d'intersection est de 1. Donc, il est sûr à 100% que la descendance va s'éteindre dans ce cas. Tandis que dans le cas sous-critique, comme on a deux solutions, moins 4 et 1, on va déjà exclure moins 4, car moins 4 ne se trouve pas dans l'intervalle 0 et 1, ce n'est pas une probabilité. Donc, il ne nous reste plus que 1. Donc, de même, et ça n'étonne pas, c'est ce qu'on a essayé de démontrer, comme nous avons montré la suite, on peut aussi dire que la probabilité d'intersection dans le cas sous-critique est également égale à 1. Donc, en fait, si on revient au début, pourquoi est-ce qu'on appelle critique, sous-critique et surcritique? Déjà, critique, c'est un état où il est certes possible il est sûr que la génération s'éteigne, mais si le nombre moyen d'enfants augmente juste un tout petit peu supérieur à 1, il y a des risques que la population se multiplie énormément, tout comme il y a un risque, oui, que la population s'éteigne, comme on l'a vu dans le cas surcritique avec une population avec la probabilité d'avoir 0 enfant qui était de 1 sur 8. On avait un risque d'extinction d'environ 0,26. Et donc, dans le cas sous-critique, il est aussi bien certain, il est très, comme la probabilité d'extinction est de 1, il est sûr que la génération s'éteigne. En conclusion, on peut donc dire que même si une population a un taux de reproduction qui est très grand, le nombre moyen d'enfants est supérieur à 1, dans le cas surcritique qui a été présenté par ma collègue, tant qu'il y a la possibilité qu'une personne ait au moins un enfant, ou n'ait pas un enfant, je veux dire, il y a toujours un risque que cette population s'éteigne. Merci pour votre attention. À la fin, tu as donné deux cas, donc critique, où c'est après, enfin, il y a toujours une chance que les animaux. Est-ce qu'il y a un cas où il y a zéro chance que la population s'éteigne? Oui, s'il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas la probabilité que quelqu'un n'ait pas d'enfant, ça ne s'éteint pas. En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir d'enfant que ça s'éteint. Non. Ouais. Ah, oui, P0 égale 0. Seconde question. Justement, sur cette slide, on a les probabilités. Donc, le nombre moyen d'enfants, c'est 1.
mais on a aussi certaines probabilités que on ait moins d'enfants et plus d'enfants. Je me demandais, donc 3 sur 8, comment est-ce que vous avez vu ces probabilités? En fait, c'était une partie de ce que j'ai dû faire. Quand j'ai analysé mon cas, en fait, on voulait comparer les données, ou les courbes qu'on a reçues avec les données qu'on avait dans l'énoncé, avec d'autres données. Donc, en fait, ces valeurs-là, on les a juste... Madame Rolly nous avait donné ces valeurs-là pour qu'on puisse les analyser. Et ça nous a aidé à vraiment aussi analyser, en fait, les valeurs de l'énoncé. Donc, c'était... Elles sont inventées. Pour ce but-là. Vas-y. Juste pour si j'ai bien compris, la fonction, si elle passe par la droite y de la x, ça veut dire que la suite va converger vers, enfin, la suite, la probabilité que la population célèbre va converger vers En fait, dans le cas surcritique, ben, quand on comparait la fonction f de x à y égale à x, ça me converge, on a zoomé énormément, mais c'est pas vers 1 que ça converge à plusieurs valeurs dans 1, mais il y a plusieurs valeurs où ça peut converger, et donc en fonction de notre intuition, on peut imaginer, par exemple, moins 4, ça convergeait vers moins 4 dans le cas sous-critique, mais c'est pas une probabilité en tant que telle, donc ça peut aussi converger vers un autre nombre. Tu as raison, ça converge vers le point d'intersection, c'est dans le point d'intersection qui est le plus petit. Le zoom là, ça c'est un zoom de la partie gauche. C'est en fait ça. Ça converge vers le point vers 1, mais vers le point d'intersection. C'est la... Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que ce point de convergence, ce sera la probabilité à partir d'un nombre arbitrairement. C'est la probabilité générale. Oui. C'est la probabilité globale. Et ça sera à partir d'un nombre. Pas à partir. Non. C'est genre, avant même qu'on a commencé, c'est une probabilité, ça peut bien s'éteindre avant, mais après ou à un autre moment. Tu ne précises pas le nombre de générations. Parce que Ça peut s'éteindre à n'importe quelle génération. C'est l'espérance. Normalement, ce point-là, c'est la réponse de notre question. Si on ne regarde pas la question d'un point de vue de génération par génération, ça serait notre réponse, en fait, pour les données. Oui. Comment est-ce que vous expliquez que vous avez ce point de convergence de moins 4 qui ne correspond pas à une probabilité si là, encore. Oui. Déjà, je pense, on a utilisé la fonction, la fonction f de x, ici dans ce cas, ça permettait on peut voir qu'on compare à y de x, son allure, mais en fait, cette fonction peut faire n'importe quoi avant l'intervalle 0 et 1, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que nous, on s'intéresse juste à cet intervalle. Donc, elle peut avoir des centaines de points d'intersection, on s'en fout. D'accord. En gros, oui. Le domaine de la fonction qui vous intéresse, c'est le domaine oui. Et le fait qu'il y ait d'autres zéros, après, mais aussi quelque chose de bizarre, c'était que dans le cas surcritique, dans l'intervalle 0 et 1, on avait deux solutions, c'était 0,2, 3, 6, quelque chose comme ça, et 1. Et donc, il fallait choisir, on pouvait imaginer que dans ce cas-là, c'était 0,2, 3, 6, donc 23%, vraie probabilité d'extinction. C'est vraiment pour aussi te dire que on ne pouvait pas démontrer que ce n'était pas 1, qu'à un moment donné, ça n'allait pas s'éteindre. Mais... Il y a d'autres questions? Non. D'accord.